Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre, disait Sun Tzu. Alors oui, ça peut paraître un peu pompeux de citer Sun Tzu en intro, mais notre profession est faite d'objectifs. Nombre de commits, nombre de bugs fixes, vélocité d'équipe. Nous avançons vers des objectifs, certes mesurables, mais qui peuvent paraître un petit peu perdus dans un grand ensemble. Mais alors, comment inscrire ces objectifs dans une stratégie globale ? La vélocité d'un sprint est-elle un objectif véritable ? Et surtout, a-t-on vraiment besoin d'objectifs ? Pour répondre à ces questions de guide, je ne reçois pas Skippy, le grand gourou, mais il s'y connaît en cap. Thomas, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Thomas, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Je suis Thomas Duzard, je suis belge, j'ai un passé de marketeur dans des groupes internationaux principalement basés en Belgique. Et alors j'ai découvert les OKR chez mon dernier employeur, chez qui nous avons été peu et mal accompagnés dans l'implémentation des OKR. Et ça m'a donné l'idée de lancer Docker. Donc Docker, c'est ta structure actuelle donc où tu fais du consulting sur les OKR. Avant de rentrer du coup plus en détail sur tout ça, est-ce que tu peux nous faire peut-être un portrait grosse maille de ce que sont les OKR ? Alors, tu souhaites avoir une définition des OKR ou avoir un peu plus leur origine ? On peut commencer par une définition, on verra, et après l'origine, effectivement. Alors, définition, les OKR, c'est l'acronyme anglais de Objective and Key Result, ou objectif et résultat clé en français. Et donc, c'est en fait une méthodologie collaborative de management éprouvé qui facilite l'exécution de la vision stratégique d'une organisation par la fixation d'objectifs mesurables et significatifs sur lesquels les membres de cette organisation se focalisent pendant une période définie. Alors, comme tu le vois, cette définition comprend plusieurs terminologies que je vais peut-être un petit peu détailler. Alors, les OKR, c'est une méthodologie, c'est pas des procédures strictes, c'est plutôt un cadre de travail global, une méthodologie générale et commune à toute l'organisation qui comprend des grands principes de base qu'il faut obligatoirement adapter à la réalité de son entreprise. Donc, les OKR, ça doit être adapté à la réalité de l'entreprise. Alors, il y a aussi l'aspect collaboratif et c'est vraiment un des premiers bénéfices engendrés par les OKR si la méthodologie est correctement mise en œuvre. C'est vraiment l'amélioration notable et rapide de la collaboration entre les équipes par ce qu'on appelle des alignements transversaux ou horizontaux. Ça évite vraiment aux équipes de continuer à travailler en silo. Et alors, éprouver... Avant de partir sur pourquoi est-ce que les OKR, c'est mieux que les objectifs traditionnels, je me permets une première question. On est à une époque, on parle d'entreprises libérées, d'entreprises open source. Il y a des entreprises où il y a pas cette notion forcément d'objectif qui va être fixé par une direction ou par un management de manière plus globale. Est-ce que du coup l'objectif, c'est une nécessité aujourd'hui dans le monde de l'entreprise ou est-ce qu'on peut fonctionner sans aucun objectif ? Ça devient compliqué. À l'heure actuelle, avec le Covid, on a vu que les équipes sont de plus en plus esselées. Elles ont besoin d'autonomie et pour pouvoir avoir cette autonomie de manière structurée, la notion d'objectif est un élément très intéressant. Alors, on travaille dans des entreprises libérées, holacratiques, où on a aussi implémenté les OKR. Mais les OKR, ça fonctionne très bien aussi dans des structures stratégiques plus classiques, hiérarchiques. Et justement, par la fixation d'objectifs et la cascade d'objectifs, on le verra par après, ça permet d'autonomiser les équipes et finalement d'arriver à des équipes, à des organisations assez libérées dans une structure hiérarchique. Et alors donc du coup, comment est-ce que les OKR permettent justement cette hiérarchisation, cette structuration des objectifs ?
Justement, ça permet, on part en fait dans les OKR avec la vision d'entreprise. C'est vraiment là où l'entreprise veut aller, ce qu'elle veut devenir. Et en général, on décline cette vision en des objectifs à plus d'un an qu'on appelle ultimate objectifs, qui eux restent en général qualitatifs. Et puis on va les décliner ces objectifs ultimes en OKR annuels, qui eux-mêmes seront équipés en OKR trimestriels. Et donc toute la science, c'est de savoir à quel niveau dans l'organisation on met ces OKR annuels et ces OKR trimestriels. Alors donc du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit historique de cette méthodologie? Alors, en fait, tout a commencé en 54 avec le livre The Practice of Management, écrit par Peter Drucker. Et pour la première fois, il abordait la notion de management by objectif, dit MBO. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Les entreprises qui ne travaillent pas avec des objectifs peut leur dire qu'elles ont 70 ans de retard. Et donc, en résumé, le MBO, il recommande aux managers de fixer des objectifs à leurs équipes plutôt que de leur demander d'exécuter des tâches. Et donc, à la différence des OKR actuels, la méthodologie était encore assez directive. Les objectifs, ils étaient fixés top-down, par le niveau supérieur vers le niveau inférieur. C'était peu agile aussi. Les objectifs étaient fixés annuellement. Alors, c'était peu collaboratif et transparent. Les objectifs étaient fixés par département et pas partagés entre les départements. Et aussi, l'atteinte des objectifs était liée aux rémunérations, ce qui n'est pas le cas avec les OKR. Et en 71, je dois faire attention avec les 71, je dois faire la traduction simultanée, Andy Grove, dirigeant d'Intel, il va adapter la méthode MBO à Intel. Il va baptiser cette méthode IMBO, le I étant l'initiale de Intel. Et donc, on peut vraiment le considérer comme le véritable père des OKR, car il va intégrer des notions assez novatrices, telles que l'autonomie. Sont à ce moment-là les équipes qui fixent elles-mêmes leurs objectifs, généralement sur base d'objectifs supérieurs. Donc, si une équipe a des objectifs annuels, ces OKR trimestriels seront alignés avec les objectifs annuels. Mais ce sera l'équipe qui, en autonomie, peut créer ses objectifs. Il peut toujours avoir un principe de validation, mais la base de l'objectif vient de l'équipe. Alors, il y aura aussi cette notion d'agilité qui va être ajoutée, puisque les objectifs seront généralement fixés sur une base trimestrielle et donc, comme on le voyait, contribueront à des objectifs annuels. Alors, il y a plus de collaboration et de transparence avec sa méthode. Les objectifs sont désormais communiqués à tous et peuvent être réalisés en collaboration avec plusieurs équipes. Dans les OKR, on ne cache pas ces objectifs. Ils sont visibles pour tous. Et il est le premier aussi à parler de Key Result ou KIA pour mesurer l'objectif. Mais depuis, on a vu que les Key Result qui étaient à ce moment-là uniquement binaires ont encore fortement évolué. Et alors, en 75, il y a un certain John Doerr qui rentre chez Intel et il est formé par Andy Grove à la méthodologie qui, à ce moment-là, est rebaptisée OKR. Et il en devient des plus grands ambassadeurs et il écrit en 2018 le livre de référence qui s'appelle Measure What Matters. Le problème de ce livre, et ça c'est un peu dommage de le dire, c'est que même si c'est la Bible de départ des OKR, il n'est pas exempt en fait d'illogisme et il y a beaucoup en fait d'incohérences dans les exemples qui sont donnés par rapport à la théorie. Et pour être très honnête, il nous procure pas mal de missions de sauvetage OKR en entreprise. Donc, il faut certainement pas commencer les OKR en ne se basant que sur ce livre. Alors en 80, ce John Doerr quitte Intel pour le fonds d'investissement Kleiner Perkins qui investira entre autres dans Amazon et Google. Et en 99, quand il rentre dans le conseil d'administration de Google, il explique aux deux fondateurs en 1 heure chrono la méthodologie OKR qui leur présente vraiment comme un cadeau. Il les convainc vraiment de la simplicité de cette méthode pour les aider à mettre en œuvre leur stratégie à grande échelle auprès d'équipes évidemment en pleine croissance. Et à l'heure actuelle, Google utilise toujours la méthode pour les 140 000 employés à travers le monde. Et c'est qu'en 2012, donc 13 ans plus tard, ils ont quand même gardé leur petit secret industriel pendant un certain temps, que Rick Cloud de Google va populariser les OKR avec une vidéo sur YouTube qui est assez célèbre. Mais comme pour le livre, cette vidéo a un petit peu date un petit peu maintenant. Et il y a certaines notions qui n'étaient pas très logiques non plus. Et donc, il les a même corrigées dans certains tweets, mais qui malheureusement sont assez discrets. Il n'a jamais refait cette vidéo. Donc, voilà un petit peu l'historique et les grandes dates de la méthodologie OKR. Alors, je vais essayer de ne pas oublier toutes les questions qui me sont venues au fur et à mesure que tu as raconté cette histoire. Je vais commencer du coup par un premier point qu'il me semble avoir compris dans ce que tu dis. C'est que donc, dans les OKR, on a d'un côté les objectifs et d'un côté les key results. Donc, il y a, de ce que je comprends, un objectif qui peut être un peu macro, un peu méta, et les key results qui vont être des metrics qui vont servir à mesurer l'atteinte
ou non de l'objectif, c'est ça Ouais, si je peux te donner les éléments d'anatomie vraiment d'un OKR. Donc le O, c'est vraiment l'objectif. Et en fait, l'objectif, il répond à deux questions. Parce que trop souvent, les objectifs dans les entreprises, ça répond à une seule question. Dans les OKR, en tout cas dans la manière dont on explique les OKR, les objectifs répondent à deux questions. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on veut réaliser? Et la deuxième question, c'est pourquoi on veut réaliser cet objectif. Donc le quoi, en fait, d'un objectif, c'est ce qu'on appelle l'output, c'est le delivery de nos actions, c'est le résultat de nos actions. Et le pourquoi, c'est ce qu'on appelle l'outcome, c'est le bénéfice de ces actions. Et donc, un OKR, on peut vous donner quelques exemples après. Un objectif, c'est vraiment, ça exprime ces deux notions. Et le key result, il va répondre à la question comment serons-nous que nous avons atteint notre objectif et plus particulièrement le pourquoi de notre objectif. Parce que dans un OKR, on ne mesure pas ce qu'on fait, on mesure le bénéfice de ce qu'on fait. Et le bénéfice, c'est ce qu'on appelle l'outcome. Et donc, l'OKR, il mesure un outcome. Et donc, on passe vraiment d'une activité, d'une entreprise basée sur la réalisation de tâches à une entreprise qui va commencer à mesurer le bénéfice de ses actions. Et sous les résultats clés, il y a une troisième notion qui rentre aussi dans l'anatomie dans un OKR, c'est tout ce qui est action ou activité, initiative, peu importe comment on les appelle. Et ça, c'est toutes les tâches, en fait, qu'on va devoir faire pour faire progresser les key results. Et donc, on a ces tâches, ces projets qui font progresser les key results, et ces key results qui mesurent le résultat du pourquoi d'un objectif, c'est-à-dire du bénéfice de l'objectif. Ça, c'est vraiment la logique d'un OKR. Ok, je vois. Et alors, donc du coup, ce que tu décris, c'est que le Key Results a une distinction vis-à-vis d'un KPI classique qu'on peut utiliser. Donc, on ne mesure pas uniquement un élément donné ou chiffrable. Tu vois, qu'est-ce que tu entends par cette notion d'impact Ouais, c'est vrai que c'est souvent une notion qui est très peu comprise dans les entreprises et qui n'est pas facile non plus à expliquer. Et donc, en fait, un KPI, ça mesure les activités courantes d'une entreprise. Et ces activités courantes, elles sont alignées avec la mission de l'entreprise, d'une équipe ou d'un individu. Et donc, pour simplifier, si l'activité d'une équipe de vente, c'est de vendre, alors elle aura des KPI comme le chiffre d'affaires de vente, le nombre de nouveaux clients. Et les OKR, par contre, ils mesurent vraiment les progrès vers un objectif d'entreprise ou d'équipe aligné principalement avec la vision de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle des OKR alignés. Ainsi, si la vision, par exemple, d'une entreprise française, c'est par exemple de s'internationaliser aux USA, on pourrait avoir l'OKR suivant pour l'équipe de vente. En plus de ces activités courantes mesurées par des KPI, c'est par exemple avoir traduit tous nos argumentaires de vente en anglais. Donc ça, c'est le quoi de l'objectif, ce qu'on veut avoir délivré, l'output. Et le pourquoi, ce serait afin de pouvoir commercialiser nos produits aux USA. Et comment on va pouvoir mesurer qu'on a commercialisé nos produits aux USA? Avec un KR qui serait, par exemple, avoir généré 100 ventes ou avoir généré 1 million de chiffre d'affaires aux USA grâce à notre nouvel argumentaire. Et donc, ça, c'est vraiment la logique. L'un mesure les activités courantes, l'autre mesure le progrès vers l'objectif. Et alors, on peut, pour être complet, avoir aussi des OKR non alignés qui permettent de corriger, par exemple, un KPI déviant. Et donc, dans cet exemple, si le KPI de l'équipe de vente Davis, que le chiffre d'affaires n'est pas selon le chiffre d'affaires qu'ils avaient escompté pour leurs activités courantes, donc pour leur vente de produits habituels dans le pays de base, l'équipe de vente pourrait par exemple proposer l'OKR suivant: relancer tous nos clients français dormants avec une proposition ou une promotion afin de booster le chiffre d'affaires. Et le KR serait par exemple augmenter de 100 000 euros le chiffre d'affaires en France. Donc ça, c'est quelque chose qui permettrait de corriger, de réatteindre le niveau en fait qu'on avait voulu avec nos ventes habituelles. Par contre, l'OKR, lui, il avait pour but d'atteindre la vision de l'entreprise au-delà de ses activités courantes et donc de générer du chiffre d'affaires en plus aux USA. Donc ces OKR ne sont pas quelque chose qui va t'occuper full-time. Quand je prends ton exemple que tu as eu sur les équipes commerciales, elles continuent leur business as usual, on va dire. Donc elles continuent leur activité telle qu'elles le font d'habitude. Mais l'OKR, c'est un truc un peu plus macro qui va venir s'ajouter à un run régulier. Tout à fait. Donc, en général, les équipes, elles sont occupées avec leur business as usual 90%, 85% de leur temps.
Et c'est avec les 15%, les 10% du temps restant qu'elles peuvent se dire, OK, j'ai un peu de temps qui me reste. Là, j'ai atteint ma mission, j'ai contacté tous mes clients et qu'est-ce que je peux faire pour atteindre la vision au-delà de la mission de l'entreprise. Et donc, comme cette vision va être découpée en macro-objectifs et puis des OKR annuels, des OKR trimestriels, l'équipe qui a son OKR trimestriel va avoir une feuille de route très claire pour se dire, OK, ce trimestre, pour atteindre in fine la vision, dans les 15% du temps qui me reste, voilà ce sur quoi je vais me concentrer. Et donc, ça apporte vraiment une clarté puisque on le verra peut-être par après. L'idée, c'est de ne pas avoir trop d'objectifs, c'est d'avoir quelques objectifs qu'on pense pouvoir réaliser avec le temps généralement disponible en plus de ces activités courantes. Alors évidemment, ça peut varier. Il y a des équipes, par exemple, qui sont parfois comme une équipe de, comptable, qui va avoir 0% de temps pour ces OKR en clôture comptable. Pas de problème, ils vont les reporter le trimestre d'après. Et puis, on a des équipes qui sont plutôt des équipes projets qui peuvent parfois avoir 80% du temps pour justement les OKR. Donc, c'est très variable d'une équipe à l'autre. Mais du coup, comment est-ce que tu fais cohabiter tes objectifs? Parce que dans une entreprise, tu as aussi des objectifs. Si on reprend cet exemple de l'équipe commerciale, elle a un objectif de chiffre d'affaires à signer par mois, par trimestre, par semestre, ça dépend Exactement. des équipes. Tu parles des objectifs de rendez-vous par semaine ou ce genre de choses. Comment tu fais pour faire cohabiter tes objectifs, on va dire, quotidiens avec tes OKR? C'est juste une question de répartition de temps de travail? Alors, donc, tant que tout va bien dans son business as usual, il n'y a pas besoin de corriger, on continue comme ça l'est. Mais donc, l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose qui est parallèle, c'est de faire quelque chose en plus. Donc, elle aura ses activités courantes de vente et donc le temps qui lui restera en dehors de ces activités-là lui permettra de réaliser un OKR qui est, par exemple, créer un nouvel argumentaire ou mettre en place un nouveau système ou évaluer la possibilité d'aller développer ce produit dans un autre pays. Voilà toutes des choses qui peuvent rentrer en plus de ces activités courantes. Donc, les OKR, c'est souvent une erreur qu'on voit chez des clients, c'est qu'ils injectent en fait toutes leurs activités courantes dans leurs OKR. Là, on a les KPI qui permettent de mesurer ça. Les OKR, c'est pour mesurer justement le progrès vers un objectif qui est au-delà de ces activités courantes, dans le temps imparti, en plus de ces activités courantes. Et donc, ça peut arriver que si c'est un magasin de jouets et qu'il est en fête de fin d'année, il n'aura pas le temps, il n'aura pas de temps disponible pour faire ses OKR et il les reportera dans une période un peu plus light, notamment les grandes vacances, afin de pouvoir là travailler sur des choses qui sont au-delà de ses activités courantes et qui, in fine, veulent atteindre la vision de son entreprise, c'est-à-dire ce qu'il veut devenir en plus de ce qu'il est déjà. Et ce qu'il est déjà est décrit dans sa mission. Dans les exemples que tu nous as cités, alors j'imagine que c'est aussi une question un peu marketing. Tu nous as parlé d'Intel, tu nous as parlé de Google. Donc, c'est quand même une entreprise d'une certaine taille. Il y a aussi cette notion de cascade des objectifs avec les OKR. Est-ce que du coup, les OKR, c'est adapté quand même à une taille minimale entreprise ou est-ce que même un indépendant, si on va jusque-là, est-ce que même un indépendant peut utiliser les OKR? Moi, je suis un indépendant et j'utilise les OKR, mais je suis peut-être pas bien placé pour en parler. Mais j'ai un client, ils sont deux et ils utilisent les OKR pour eux. Et donc, ils font cette cascade uniquement pour eux-mêmes. Évidemment, quand on arrive sur des plus grosses entreprises, on va commencer en général à cascader. On va rester sur les objectifs à plus d'un an au niveau de la couche corporée de l'entreprise, au niveau du board de direction. Puis, on va descendre sur les départements, sur des OKR annuels. Et puis, au niveau des équipes, sur des OKR trimestriels. De toute façon, les OKR trimestriels, c'est toujours au niveau des équipes. C'est là qu'on exécute vraiment les OKR. Mais évidemment, ça dépend de la structure de l'entreprise. Et ça, c'est l'alignement qui dépend de la réalité de l'entreprise. Et donc, pour une petite entreprise, c'est tout à fait faisable. Il y a quand même deux moments qui sont vachement intéressants pour mettre en place ces OKR. C'est la scale-up, le scaling. C'est vraiment à ce moment-là que, en général, l'entreprise doit scaler et exécuter en fait sa vision à travers une structure de plus en plus grande et spécialisée. Quand elle est une start-up, en général, la vision, c'est pas trop important. Elle essaye de bien affiner son market fit, de bien comprendre sa mission. Mais une fois qu'elle a défini bien cette mission et qu'elle voit qu'elle fonctionne, à ce moment-là,
la vision prend toute son importance et pour pouvoir exécuter sa vision à travers une structure de plus en plus spécialisée, les OKR ont une vraie raison d'être. Et alors, il y a aussi des grands groupes qui, par exemple, ont un nouveau plan stratégique, comme Renault, Renault-Lution. C'est à ce moment-là qu'ils ont intégré les OKR parce qu'ils devaient exécuter ce nouveau plan à travers un grand nombre d'équipes qui étaient de plus en plus autonomes, notamment à cause du Covid. Donc, tout type de secteur, tout type de taille d'entreprise, et donc les moments peut-être les plus opportuns, c'est en effet le scaling et un nouveau grand plan stratégique dans des entreprises de grande taille. Ah, je vois. Et comment est-ce qu'on fait cette mise en cascade des objectifs? Alors déjà, première question, est-ce qu'on a une limite d'objectifs et de key results par individu ou par équipe? Et comment est-ce qu'après on fait cette mise en cascade vers les autres équipes? Alors, en général, au niveau déjà les OKR individuels, c'est de moins en moins utilisé parce que ça se résout vite à des tâches en fait, et donc on reste en général au niveau des équipes pour les OKR, sauf dans les toutes petites structures où chaque personne correspond à une équipe. Là, c'est un peu une exception. Alors juste pour précision, parce que du coup tu nous as parlé d'Intel et Google juste avant. C'est quoi pour toi une toute petite équipe? Est-ce que du coup 1000 personnes vis-à-vis de Google, ça reste une petite équipe, tu vois? Non, pour moi une toute petite équipe, c'est moins de 10 personnes. Donc voilà, donc c'est tout à fait faisable de faire les OKR dans une équipe de moins de 10 personnes. Et puis en général, les scale-up, elles vont de 50 à 300 et puis elles commencent à exploser et atteindre des milliers de personnes. Mais en général, voilà, les OKR, ça devient très très intéressant à partir de 50 personnes et puis avec le scaling vers beaucoup plus de monde, quoi. Et donc, si tu veux me répéter ta question, parce que on s'est un peu perdu là, la question de départ. La question c'était sur comment est-ce qu'on fait donc est-ce qu'il y a une limite en termes dans le nombre d'objectifs, pardon, et comment est-ce qu'on fait après cette mise en cascade des objectifs? Alors, je dirais qu'au niveau à plus d'un an et annuel, on peut avoir jusqu'à 5-6 objectifs. C'est moins grave parce que c'est pas à ce niveau-là qu'on les exécute. Mais la tendance actuelle au niveau trimestriel, c'est de tourner autour de 3 objectifs. On se rend compte par l'expérience qu'au-delà de 3 objectifs, ça devient en général très très dur pour des équipes de pouvoir atteindre ces objectifs, parce qu'il faut se souvenir que c'est toujours en plus de ces activités courantes. Et donc, en fait, si on a 6 objectifs annuels et 3 objectifs trimestriels, on fait un petit peu son marché sur les objectifs annuels et on se dit, voilà, ce trimestre, en fonction du temps que j'aurai à disposition, je vais travailler sur ce qui me semble le plus important et urgent pour travailler sur l'OKR annuel que j'ai sélectionné. Et donc, les équipes font en général leur marché sur les OKR annuels par an, qui peuvent être parfois établi par le niveau N+1. Et l'alignement aussi entre les équipes, ça se fait principalement au niveau trimestriel. Et l'idée, là, c'est vraiment pour les équipes de se dire, OK, voilà, j'ai créé un OKR. De quelle autre équipe je vais avoir besoin pour pouvoir réaliser cet OKR? Et donc, il y a vraiment un alignement qui se fait, une négociation. Elle demande, est-ce que toi, tu as la possibilité de pouvoir m'aider ce trimestre? Alors, parfois, il n'y a pas de problème, tout le monde a des disponibilités, ça se passe bien. Parfois, l'équipe contributrice n'a pas le temps et donc c'est reporté. Et parfois, il y a un petit conflit, une petite tension, parce que les 2 équipes considèrent qu'elles ont des priorités. Et donc là, il y a un principe en fait vraiment d'escalade qui peut se faire. Et donc, on demande en fait aux 2 N+1 de pouvoir arbitrer sur les priorités. Donc, c'est un processus qui est tout à fait normal dans les OKR, de pouvoir demander de l'arbitrage sur des priorités qui seraient différentes d'une équipe à l'autre. Mais généralement, ça se passe bien. Et donc, à partir du moment où l'équipe contributrice accepte de contribuer à l'OKR, ça devient aussi son OKR. Et donc, ils forment une équipe virtuelle qui vont participer toutes les 2 ou plus que 2 équipes à cet OKR. Dans ce que tu décris, du coup, il y a quelque chose de moins. Moi, j'avais en tête quelque chose de très en cascade, c'est-à-dire qu'il y avait un objectif global défini par l'entreprise, une espèce de ligne directrice par la direction, qui était du coup décliné en OKR sur toutes les équipes, tous les départements qui étaient en dessous, qui étaient comme ça déclinés à chaque fois de manière vraiment en cascade, où du coup le travail collectif des gens
qui vont produire réellement les choses, petit à petit, en fait, s'accumulent et peuvent du coup atteindre cet objectif global. Toi, ce que tu décris, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus collaboratif d'un même niveau, qui n'est pas forcément quelque chose en cascade? Donc il y a les deux. De toute façon, pour être très clair, les OKR, ça se cascade pas. Ça se communique de bas en haut et puis les gens s'alignent sur les OKR. Mais ça peut aussi être challengé. Donc lorsque, je sais pas, un département va mettre en place ses OKR annuels, les équipes, lorsqu'elles vont avoir la communication sur ces OKR annuels, elles vont décider elles-mêmes de l'objectif qu'elles veulent mettre le trimestre par rapport à ce OKR annuel. Il y aura une validation du chef de département sur ces équipes, mais ça reste quand même en autonomie qu'elles le font. Et donc, il y a pas de cascade, c'est un alignement, c'est soi-même qui décide en autonomie sa contribution à l'OKR N+1. Mais par contre, à part ces alignements, on a quand même la réalisation des objectifs, mais avec l'autonomie de chacun de fixer ses objectifs par rapport à une ligne directrice qui est donnée par le niveau supérieur. Et le dernier objectif, en gros, c'est la vision de l'entreprise. Ça, c'est l'objectif ultime. Donc c'est intéressant du coup, en fait, c'est-à-dire que la direction va choisir un objectif final qui va être, si je reprends l'exemple que tu as eu, je sais pas, ouvrir les États-Unis, ouvrir le marché américain. Ça pourrait être une des déclinaisons de la vision de l'entreprise, mais ça pourrait être la vision aussi de l'entreprise, tout à fait. Et du coup, toutes les équipes qui sont en dessous vont choisir elles-mêmes des objectifs qui vont dans ce sens-là et qui résultent, qui vont avec. C'est pas une décision du coup de haut en bas. Non, et donc, par exemple, vous avez l'exemple de l'équipe de vente, elle va traduire son argumentaire. Ça pourrait être l'équipe légale qui va commencer à adapter tous ses contrats à la législation américaine. Ça peut être l'équipe de développement qui va développer des nouveaux modules ou des nouveaux API pour mettre en place, pour collaborer avec les systèmes américains. Et donc, voilà, chacun va se dire, OK, qu'est-ce que moi, avec ma connaissance, avec mes activités, je vais pouvoir faire pour contribuer à l'objectif par an. Et donc, il y a une grande autonomie dans les OKR. Parfois, ça surprend un peu. En général, c'est ceux qui râlent le plus du fait qu'ils peuvent participer à la stratégie d'une entreprise, qui sont en général les plus surpris de l'autonomie donnée par cette méthode. Et évidemment, c'est quelque chose qui est proposé. Et il y a toujours une validation qui peut avoir lieu sur les objectifs et un challenge aussi du haut en bas vers les objectifs qui sont donnés de bas en haut. Et quels sont du coup les rôles de chacun vis-à-vis de ces OKR, entre ceux qui les déterminent, ceux qui les guident et ceux qui les réalisent? Alors, en général, nous, on recommande que le chef d'équipe soit aussi responsable des OKR pour simplifier les choses. Il y a certaines entreprises qui nomment quelqu'un à côté du chef d'équipe, mais dans les grandes entreprises, c'est très compliqué alors de savoir qui est responsable de quoi. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire le responsable? Il va rédiger la base des OKR, il va demander du feedback sur les OKR à son équipe. Certaines équipes, en général, parfois, les rédigent tous ensemble. Mais en général, il y a une première salve qui est faite par le responsable d'équipe et il va demander ensuite la validation de son OKR à son N+1. Alors, il va aussi initier, négocier les alignements avec les équipes contributrices et il va aussi coordonner et vérifier les actions, les projets étapes des membres de son équipe puisqu'il faut évidemment faire tous des projets et des tâches pour pouvoir réaliser et faire avancer ces OKR. Alors, ce qui est important aussi de se dire, c'est que ces projets et tâches, ça reste une hypothèse. On va faire un certain nombre de choses en pensant que ça va faire progresser le KR. Et comme on mesure régulièrement les KR, en général toutes les 2 semaines, eh bien, si le KR n'est pas on track, on va commencer à adapter de manière agile ces projets et tâches en fonction. Et donc, c'est cette agilité, le fait qu'on n'attend pas la fin d'un cycle trimestriel pour se dire on a réussi ou pas, mais qu'on mesure régulièrement et qu'on adapte son plan d'action en fonction, qui fait qu'on augmente la performance de l'entreprise. Et alors, un autre rôle qui est assez important de ce responsable KR, c'est de mettre à jour les KR et donc assister aux réunions éventuellement rétrospectives, parce qu'il y a aussi des réunions qui ont lieu, on le verra après, toutes les 3 mois, pour vraiment faire le point au niveau de la méthodologie et aussi au niveau des résultats. Et puis, on a un deuxième type, c'est de personnes, ce sont les contributeurs lead qui vont accepter, discuter, refuser les OKR des teams, des OKR responsables, et ils vont aussi coordonner tous les projets et tâches destinés à faire progresser les OKR, mais alors dans leurs équipes.
Et puis, ce qu'on a aussi, c'est des OKR champions, ou nous, on appelle plutôt des pré-champions, parce que quand on commence la méthodologie, c'est difficile de déjà être un champion. Et ce sont des personnes qui sont identifiées dans l'entreprise et qui, en général, vont assister à toutes les sessions qu'on fait avec les équipes pour vraiment apprendre la méthodologie. Et donc, à terme, ce seront les personnes qui pourront, à notre place, donner les formations et workshops, qui pourront donner un support aux équipes et qui pourront faire la supervision. Et donc, ça, c'est vraiment les trois rôles internes. Et alors, en externe, on recommande vraiment de commencer la méthodologie en étant accompagné par un coach externe qui n'est pas amené à rester indéfiniment dans l'entreprise et donc qui est amené à former ces champions pour qu'ils puissent prendre le relais de ce coach et que lui puisse être en deuxième ligne et coacher in fine les champions et les mettre au courant des dernières nouveautés en matière d'OKR. Alors du coup, comme tu nous décris que il faut mettre à jour les OKR à mesure que, je sais pas, que le terrain change, enfin, tu vois qu'on découvre des choses et on avance, parfois on réalise qu'effectivement les objectifs n'étaient pas forcément alignés. Donc ça veut dire qu'au cours du semestre, au cours de l'année, tu vas mettre à jour tes objectifs et tes key results qui vont avec. Est-ce que ça veut dire que du coup c'est pas forcément compatible avec une démarche de rémunération variable, quelle qu'elle soit, quel soit le montage, mais de se dire que tu vois, si tu as des objectifs qui changent en cours de semestre ou en cours d'année, c'est compliqué du coup d'avoir une prime ou une rémunération variable qui est indexée dessus si ça change en cours d'année? Alors, les objectifs et les key results, ils ne changent pas. C'est le plan d'action qui change. Le plan d'action qui fait progresser les KR, qui lui évolue. Mais les objectifs et les key results, ça ne change pas. Sauf s'il y a vraiment un changement significatif dans l'environnement de l'entreprise. Genre le Covid ou un énorme client qui arrive et qu'il faut changer les objectifs. Mais dans ce cas-là, on va pas mettre des objectifs en plus des objectifs existants. On va simplement les remplacer avec toutes les conséquences que ça a de changer des objectifs en cours de route. Donc, c'est assez rare et c'est vraiment que dans des circonstances très rares. Les rémunérations non plus, on ne lie jamais en fait les rémunérations aux OKR, parce que si on lie les rémunérations aux OKR, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les key results vont être peu ambitieux. Et donc vont vraiment être très très limités pour être sûr de l'atteindre. Et l'objectif des OKR, c'est justement atteindre une vision, aller au-delà en fait de sa zone de confort. Et donc pour aller au-delà de sa zone de confort, on doit prendre des risques et donc on doit accepter qu'on peut se planter avec les OKR. Et donc il faut tolérer l'erreur, et donc c'est assez incompatible avec évidemment un mode de rémunération. Par contre, on le voit, les OKR auront in fine un impact sur les KPI. Et les KPI, eux, peuvent servir à être une base pour les rémunérations, soit des rémunérations basées sur les performances de l'équipe, donc ce sera des KPI d'équipe, soit des KPI individuels, et donc basés sur une rémunération individuelle. Ce qui veut dire que mettre un objectif ou un key results de, je sais pas, faire 3 millions de chiffre d'affaires, faire 20% de rentabilité ou atteindre 22 points de vélocité d'équipe sur une équipe agile, c'est pas un OKR. Non, ça déjà c'est pas un OKR parce qu'il manque ce qu'on veut faire, c'est juste un pourquoi, et c'est lié à des activités courantes. Ça mesure les activités courantes de l'entreprise. Donc ce sont vraiment des éléments qui mesurent ce que fait l'équipe, et donc c'est des bons KPI d'équipe. Donc ça peut être évidemment mis comme objectif individuel ou par équipe, mais ce ne sera pas des OKR. Les OKR seront mis et ils expliqueront ce qu'on veut faire spécifiquement pour corriger ces KPI qui ne seraient pas on track, qui ne seraient pas en ligne avec ce qui avait été escompté, ou bien ces OKR permettront d'atteindre la vision au-delà de ces objectifs. Mais donc du coup, cette notion d'OKR, elle est très corrélée à une démarche, on va dire, de transition ou de reconstruction, et c'est pas du coup lié à un quotidien d'entreprise. C'est par exemple une entreprise qui aurait un projet de faire une transition écologique, elle pourrait utiliser du coup les OKR de manière adaptée, alors qu'une entreprise je sais pas, qui est plus ou moins leader sur son marché et qui a pas forcément une ambition démesurée, mais qui veut juste rester à sa place de leader et qui veut faire business as usual. Du coup, une fois qu'on a fait les OKR sur la transition écologique,
on peut arrêter le programme OKR parce qu'en fait, on a atteint l'objectif et on n'en a plus besoin pour la suite. C'est ça le... Alors, ouais, la vision, évidemment, elle a une date de péremption. C'est-à-dire que quand on a atteint sa vision, on passe sur une autre vision. Et donc, c'est la même chose pour un objectif. Une fois qu'on a atteint l'objectif, on passe sur un autre objectif. Donc, les OKR sont limités, ont une période limitée, 3 mois, 1 an. Tandis que, en général, la manière dont on calcule les KPI, c'est toujours les mêmes KPI pour pouvoir justement les comparer d'une année à l'autre et avoir du track record. Donc, les variables de KPI sont en général les mêmes sur plusieurs années, alors que la variable qu'on va utiliser pour le KR qu'on va utiliser pour mesurer l'objectif, il disparaît à partir du moment où l'objectif est atteint. Alors, tu nous as parlé aussi une entreprise des OKR, plutôt qu'à le mettre en place. Je dirais 50-50. Okay. C'est un peu, ouais. Donc, ouais, on a des boîtes, ouais, c'est vraiment ça. C'est 50%, c'est du sauvetage et des boîtes qui ont commencé les OKR sur base du bouquin. Et le schéma classique, c'est vraiment le boss de la boîte qui lit le bouquin sur la plage, qui revient tout excité en se disant waouh, super méthode, super simple, et qui parque un peu les OKR à ses RH en disant mets ça en place, tu vas voir, c'est hyper facile. Et donc là, en général, les RH essayent de mettre ça en place, sont pas toujours bien guidés, comprennent pas toujours vraiment les petites clés qu'il faut avoir pour faire démarrer la méthode. Et là, en général, après 2-3 cycles, elles se rendent compte qu'elles sont un peu dans une impasse et soit, malheureusement, elles arrêtent en se disant la méthode est mauvaise, ce qui est une mauvaise raison. Soit elles se disent là, on va devoir être aidé parce qu'on s'en sort pas tout seul et font appel alors à des consultants ou des coachs OKR. Et alors, le reste, c'est des entreprises qui veulent augmenter leur performance, qui ont souvent une conscience du fait que la stratégie est un peu déliée de l'exécution. Hein. Donc, on a souvent des boss qui se disent « mais enfin, je comprends pas ce que fait cette équipe, ça n'a rien à voir avec la vision ». Et puis, on a des équipes qui sont un peu frustrées parce qu'elles ne voient pas où la boîte va et parce que la stratégie n'a pas été correctement exprimée et elle reste dans la tête, en fait, d'un comité de direction. Et donc, les OKR, ça permet vraiment de faire le lien entre stratégie et exécution en apportant une méthode assez formelle, mais qui reste encore assez légère. Alors, chez Cosa Nostra, nous, on a mis en place les OKR il y a un petit moment. Et je savais pas si j'allais te parler de l'expérience des OKR qu'on avait chez Cosa Nostra. Et en fait, en discutant avec des auditeurs du podcast IFTTD, j'ai vu qu'en fait, j'étais pas le seul à avoir eu cette expérience-là. Donc, j'aimerais avoir ton feedback. On est plusieurs à avoir mis en place les OKR. Et en fait, ça s'est un peu dilué petit à petit. Ça s'est un peu perdu de vue. Et au final, aujourd'hui, chez Cosa Nostra, nos OKR, ils sont loin. Ils sont complètement oubliés. On est vraiment passé à autre chose. Et évidemment, c'est le cas dans d'autres entreprises où il y a d'autres auditeurs qui connaissent ça aussi, des OKR qui sont en train petit à petit de disparaître à l'horizon sans qu'on sache si ça a été atteint ou pas. Est-ce que c'est une erreur classique et si oui, qu'est-ce qu'on a mal fait dans la méthode des OKR? Je pourrais peut-être te poser quelques petites questions, te faire un petit coaching en live. Est-ce que vous aviez bien relié ces OKR à la vision de votre entreprise? Est-ce que vous aviez bien formalisé la vision et découpé cette vision en macro-objectifs avant de même commencer vos OKR? Alors oui, c'était le cas chez Cosa Nostra. On s'est mis un objectif déterminé qu'on a décliné en un ensemble d'objectifs au niveau de la direction, qu'on a pu du coup décliner sur l'ensemble des départements avec un ensemble de key results pour mesurer du coup l'atteinte de cet objectif. Et ça s'est décliné petit à petit sur les différentes équipes. Et vous aviez combien d'objectifs dans des équipes en général? Chaque équipe avait 2 à 4 OKR à traquer. Donc ça, c'est un bon nom. Et est-ce que vous mesuriez bien les bonnes choses? Est-ce que vous mesuriez ce que vous faisiez ou mesuriez le bénéfice de ce que vous faisiez? Donc si c'est par exemple envoyer 5 argumentaires de vente afin d'augmenter le chiffre d'affaires, est-ce que vous mesuriez le fait que vous aviez envoyé 5 argumentaires ou plutôt le pourcentage, le chiffre d'affaires généré par justement l'envoi de ces argumentaires? C'est un peu trop loin pour que je me souvienne de ce qu'on avait réellement fait dessus. Je pense qu'il y avait un peu des deux en fonction des objectifs. Et ça, c'est vraiment... Vas-y, excuse-moi.
Non, mais je pense qu'effectivement, sur certains KR, on était plus proche d'un KPI, même si c'était en général faire en sorte que tel KPI atteigne tel niveau, mais ça restait du coup quand même très centré sur des KPI classiques. Et donc, si en fait la stratégie d'une entreprise, la vision est trop proche de sa mission, on va intégrer en fait des activités courantes dans ces OKR. Et c'est pas du tout le but parce que là, il y a des KPI qui servent à ça, donc ça n'a pas d'intérêt de le faire. La même chose, si on commence à mesurer ce qu'on fait, on va vite tomber dans la gestion de projets classiques. L'idée des OKR, c'est pas d'être un système de management des projets et tâches. Là, il y a plein de choses qui le permettent, notamment les méthodes agiles. Les OKR, c'est au-dessus en fait de la gestion des projets et tâches. C'est vraiment un système de gestion des priorités pour atteindre la stratégie et plus particulièrement la vision de l'entreprise. Donc, si on intègre, on fait des petites fautes à ce niveau-là, ça peut vite devenir une méthode pour laquelle on ne voit pas vraiment un intérêt parce que elle est trop proche de ce qu'on fait déjà avec des KPI ou trop proche de ce qu'on fait déjà dans la gestion des projets et tâches. Et c'est là, ça peut vite amener à de l'essoufflement en se disant, pourquoi je dois avoir ce deuxième système qui fait la même chose que ce que je fais déjà par ailleurs. Et donc, voilà, ça peut être une des raisons qui peut créer de l'essoufflement. Mais si c'est bien utilisé, c'est vraiment pour que chaque projet dans une roadmap puisse répondre à pourquoi je fais ça. On arrive parfois dans des entreprises où ils ont 200 projets dans une roadmap. Et si on analyse chacun de ces projets, on leur demande pourquoi tu fais ce projet. Et parfois, on a la réponse parce que c'est important et urgent. Alors, on leur demande, oui, mais par rapport à quoi c'est important et urgent? Ah, par rapport à ce que je pense qui est important et urgent. Et on nous demande par rapport à ce que tu penses ou par rapport plutôt à la stratégie de l'entreprise, là où l'entreprise veut aller. Et là, on commence à avoir des dialogues et on commence à connecter en fait tous ces projets et tâches vers des objectifs eux-mêmes reliés vers là où l'entreprise veut aller. Et en général, on a une élimination assez conséquente de projets qui n'ont en fait aucun sens par rapport à la stratégie de l'entreprise. Et donc les OKR, ce qu'on dit souvent, c'est pas travailler plus, c'est travailler mieux et éliminer en fait tout ce qui n'est pas important et urgent par rapport à la stratégie et pas par rapport à ce qu'on pense qui est important et urgent. Ok. Alors je pense que là où on s'est loupé aussi, en tout cas chez Cosa Vostra, c'est en termes de suivi des OKR, où je pense que on n'a pas été suffisamment attentif à ces éléments-là, qui ont du coup fait que ça s'est petit à petit dilué dans le quotidien. Alors ça, c'est aussi une des erreurs. Enfin, les OKR, c'est en fait beaucoup de petits rendez-vous qui durent pas tellement longtemps, mais il faut avoir une discipline pour les suivre. Et donc, on peut vite se laisser dépasser. Et donc, en général, pour faire les OKR, les cadences, pour les OKR trimestriels, si on prend cet exemple-là, la création d'un OKR trimestriel, ça prend, de notre expérience, environ 3 heures avec une équipe au début, pour la première fois. Et puis, ça diminue en général de demi-heure à demi-heure par cycle. Et donc, à terme, on arrive vite à faire ces OKR trimestriels en 1h30, surtout que ils se basent en général aussi sur les OKR du cycle d'avant. Donc, c'est de plus en plus facile de les faire. Et les mesures, on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir mesurer ces OKR, en général, c'est toutes les 2 semaines. L'idéal, c'est toutes les semaines, mais on remarque dans la pratique que c'est toutes les 2 semaines. Et c'est un point qui, normalement, s'intègre dans les réunions d'équipe et qui prend entre 10 minutes et une demi-heure toutes les 2 semaines. Donc, évidemment, si on manque ces mesures, on manque l'agilité parce que finalement, on va pas pouvoir mesurer comment on évolue dans son objectif. On va se retrouver à la fin du cycle en se disant, je l'ai pas atteint et on n'aura pas pu adapter son plan d'action. Et la question aussi, c'est qu'on pose aux équipes, OK, tu n'as pas 2 heures pour faire tes OKR, mais est-ce que c'est logique de pas avoir 2 heures tous les trimestres, donc tous les 3 mois, pour se poser les questions sur les priorités à avoir pour atteindre la vision de l'entreprise? Si on n'a pas 2 heures dans une entreprise par équipe pour prendre un peu de recul et sortir le nez du guidon, en général, c'est qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, on constate que les équipes en général qui ont pas le temps de faire leurs OKR sont des équipes qui ont le plus besoin d'OKR parce qu'elles ont souvent besoin d'automatiser des processus justement pour gagner un peu de temps et être moins le nez dans le guidon. Donc on a évoqué ces cas d'entreprises qui ont mal implémenté les OKR. Toi qui fais beaucoup d'implémentation des OKR dans l'entreprise, c'est quoi les freins principaux que tu peux rencontrer des différentes personnes qui seront confrontées à ça? Je dirais que la
principales, les facteurs clés de succès, peut-être pour retourner la question de côté positif, c'est un sponsoring sans faille du top management. Si c'est une personne du top management qui introduit cette méthodologie pour faire comme Google, ça va pas le faire. Il faut qu'ils soient tous convaincus de la méthode et qu'ils s'y intéressent, qu'ils parlent OKR à leurs équipes. J'ai un exemple d'un client avec qui on avait mis en place tous les OKR, on avait mis des OKR annuels, etc. Au niveau de l'équipe corporate qui restait sur des objectifs à 3 ans, et ce directeur a été présenté ses objectifs à 3 ans, il a parlé de mes objectifs annuels. Et donc, il parlait pas d'OKR, il parlait de ses objectifs, on parle plutôt de nos objectifs. Il avait pas d'objectif annuel et donc, il parlait pas OKR à ses équipes. Et donc, ça a fait complètement péricliter. On a perdu finalement en 10 secondes de phrase le bénéfice de 3 mois d'alignement avec toutes les équipes. Donc, c'est vraiment fondamental d'avoir ce sponsoring du comité de direction. Et puis, on doit vraiment avoir des relais dans l'entreprise qui sont un peu les Scrum Masters en agilité. On doit les avoir aussi au niveau OKR. Donc, on doit avoir des champions qui vont prendre le relais des coachs externes à terme et qui peuvent être les ressources à long terme en matière d'OKR dans l'entreprise. Donc, ça, c'est 2 facteurs clés de succès. Et bon, comme dans tout change management, évidemment, il y aura des résistances. C'est un changement qui est quand même conséquent. Et donc, on peut avoir des résistances. Et le conseil que je donnerais, c'est de pouvoir se focaliser principalement sur les adopteurs, les 10% en général d'adopteurs, plutôt que sur les 10% de détracteurs. En général, ces adopteurs vont être une locomotive qui progressivement va embarquer les neutres, les 80% de neutres, et un peu esseler, in fine, les détracteurs. Je vois. Alors du coup, on a beaucoup parlé d'une stratégie globale d'entreprise qui va être déclinée sur les différentes équipes. Tu t'adresses aujourd'hui sur ce podcast, donc If This Then Dev, majoritairement à des développeurs qui sont du coup peut-être à des postes de tech lead ou de lead développeur ou de CTO. Est-ce que un CTO, par exemple, peut décider, un ou une CTO peut décider d'implémenter une démarche OKR au sein de son équipe ou au sein de son département sans que la direction le fasse sur un niveau plus global? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça peut être juste un morceau d'entreprise qui applique la méthode? Ça pourrait être fait de manière, je dirais, dans un premier temps expérimentale, pour voir comment fonctionne l'entreprise, parce que c'est même un conseil de ne pas commencer trop fort et trop vite. Donc, ça pourrait se faire en se basant sur la stratégie existante de l'entreprise, pour autant qu'elle ait quand même une certaine formalisation, et donc de pouvoir se dire, OK, sur base de la stratégie d'entreprise, je pense qu'on pourrait venir greffer des OKR annuels et trimestriels, et puis d'essayer de collaborer avec les autres équipes sans pour autant qu'elles sachent que vous êtes en train de faire un pilote OKR. À terme, ce sera difficile de rester esselé dans l'entreprise avec cette méthode. Donc, en général, c'est quelque chose qui a pour vocation de s'étendre à l'ensemble de l'entreprise. Mais ça peut tout à fait être testé dans un département dans un premier temps. Est-ce que du coup, ça va s'appliquer majoritairement à des entreprises qui ont un petit peu une démarche produit ou un projet particulier ou enfin une ambition particulière? Une ambition, oui. Une ambition, oui. Ouais. Ça, il faut qu'il y ait une vision. Si l'entreprise n'a pas de vision, ça va être difficile de décliner une absence de vision en objectif à travers toutes les équipes. Donc, les OKR, ça se base pas sur la mission. La mission de l'entreprise, en gros, c'est ce qu'elle fait, pour qui elle le fait, comment elle le fait mieux que les autres, et on peut y rajouter aussi le why, le purpose, pourquoi elle le fait. Ça, c'est pas là-dessus qu'on se base, parce que sinon, les OKR, finalement, ça va être des activités courantes. Ici, on doit en effet se baser sur une ambition, et donc il faut que l'entreprise ou le département test ait une certaine ambition. Et donc, par exemple, on travaille dans des structures holacratiques, et dans une structure holacratique, chaque cercle a sa propre ambition. Et donc, dans ce cas-là, c'est le cercle qui vient décliner sa propre ambition en OKR. Je vois. Je pense que du coup, on a fait un bon parcours, un bon
paysage de ce que sont les OKR. Donc toi, tu as créé d'OKR pour accompagner les entreprises sur cette mission-là très précise. C'était quoi ton objectif du coup en créant d'OKR? C'était augmenter la performance des entreprises parce que je suis un petit peu effaré de voir enfin, j'aurais aimé en fait avoir les OKR il y a 20 ans quand j'ai commencé ma carrière. Ça m'aurait évité, je pense, beaucoup d'écueils, beaucoup de perte de temps, beaucoup de manque de coordination. Et donc, quand j'ai vu cette méthode, je me suis dit, ah, magnifique, enfin quelque chose qui pourrait simplement répondre à beaucoup des frustrations que j'avais. Ce qu'on voit aussi, c'est que voilà, beaucoup de grandes entreprises sont devenues un peu des structures malades sur lesquelles on a mis des sparadraps sur des sparadraps et des sparadraps, où beaucoup de gens travaillent en silo, travaillent sur les mêmes projets. J'avais un client où 3 départements travaillaient exactement sur le même projet. Enfin, il faut imaginer que le nombre de personnes, le nombre d'heures qui étaient perdues à ne pas collaborer. Et donc, c'était ça notre objectif, c'est d'augmenter la performance par la simplification, par l'alignement et le focus en fait sur des objectifs prioritaires par rapport à cette stratégie. Et ce qui nous ravit aussi, c'est d'augmenter l'engagement en fait des employés. Donc, quand on quitte une mission et qu'on voit les employés comprendre mieux ce qu'ils font, collaborer plus, ça, c'est quand même des sources de satisfaction assez importantes qu'on a en tant que formateur. Oui, c'est effectivement ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi un excellent moyen d'emmener l'ensemble de tes équipes avec toi vers un objectif commun, Exactement. de faire participer tout le monde et il y a vraiment une notion d'effort collectif, participatif pour atteindre un objectif donné. Exact. Et il y a cette notion de sens parce les OKR, ils permettent vraiment de travailler sur des projets et tâches qui ont du sens et qui sont utiles parce qu'elles s'inscrivent dans une stratégie globale. Et ça éloigne aussi beaucoup les collaborateurs de projets parasites. Quand on décide de se focaliser sur 3 objectifs, en général, dans l'entreprise, on voit que progressivement, les spécialistes de l'idée qu'ils ont eu la nuit et qui veulent faire implémenter le matin à toutes des équipes disparaissent progressivement et que les gens commencent à respecter ces objectifs qu'on a vraiment coulés dans le bronze pour une période de 3 mois ou d'1 an. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui, au niveau de la charge mentale et de la sécurité psychologique des employés, est assez intéressante. On évite de changer tout le temps de cap, on se bloque un cap et on se focalise sur ce cap pendant une période définie. Ouais, carrément. Et du coup, pour rebondir aussi, Hugo, tu disais que tu as connu des entreprises avec plusieurs équipes qui travaillaient sur le même projet. Moi, j'ai commencé ma carrière chez France Télécom, avant que ça s'appelle Orange, il y a presque 20 ans maintenant. Et à l'époque, dans mon bureau, il y avait une personne dont le boulot, c'était de référencer tous les projets qui étaient en cours chez France Télécom, juste dans un département technique. Donc, c'était quand même plusieurs milliers de personnes à travers le monde. Donc, c'était uniquement de référencer tous les projets pour mettre en relation les gens qui bossaient en fait sur la même chose sans le savoir. Ouais, ça m'étonne pas. Mais je vous invite vraiment, si vous êtes des développeurs et vous avez une roadmap qui est en train de grandir, qui devient un peu un monstre, de revoir vos projets, de simplement vous poser la question, pourquoi je fais ce projet? Quel est en fait le bénéfice de ce projet et comment je peux mesurer le bénéfice de ce projet? Pourquoi j'ai mis en place ce système? Pourquoi je mets en place un ERP? Souvent, les gens ne savent même pas quelle est la raison de l'ERP. Si c'est par exemple pour diminuer le nombre de jours de facturation de 30 jours à 15 jours, lorsque vous aurez lancé l'ERP, vous allez commencer à mesurer ça. Et si au lancement, vous passez à 40 jours ou 50 jours, comme c'est souvent le cas avec les nouveaux systèmes, c'est pas le fait d'avoir lancé l'ERP qui fait que vous avez atteint votre objectif. C'est quand vous aurez atteint ces 15 jours de facturation que vous pourrez dire que vous avez enfin atteint votre objectif mesuré par ce qui résulte, qui est le nombre de jours de facturation. Et donc, essayez vraiment de revoir tous vos projets, de vous dire, OK, pourquoi je fais ça et comment je peux mesurer que ce projet a un sens et va pouvoir être réalisé. Et vous aurez déjà une perspective assez différente de votre roadmap. Eh ben top. Merci beaucoup, Thomas. Je pense que ça fera une très bonne conclusion à tout ce que tu nous as appris sur les OKR aujourd'hui.
C'était très sympa, merci. Au plaisir. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'on vous a donné envie d'implémenter les OKR. Si vous faites partie de ceux avec qui j'ai échangé sur les difficultés de Cosa Vostra et que vous m'avez partagé les vôtres, j'espère qu'on vous a donné les billes pour mieux les implémenter ou retester en tout cas l'expérience dans votre entreprise. Moi, en tout cas, je pense que je vais réessayer chez Cosa Vostra, ou au moins dans mon équipe, de voir ce que ça donne peut-être à plus petite échelle. Donc voilà, et je vous remercie toujours de continuer à partager ce podcast autour de vous. Je vous invite à mettre dans le chat, si vous êtes en live, votre expérience avec les OKR. Sinon, n'hésitez pas à partager avec Thomas ou moi sur Twitter, sur LinkedIn, votre expérience des OKR. On se fera un plaisir de participer, de rejoindre la discussion avec vous. Et de toujours partager ce podcast autour de vous. Et un bon moyen de soutenir le podcast aussi, c'est d'aller sur ifttd.io/boutique avec un ensemble de petits merchandising comme ce t-shirt que je porte depuis quelques lives. Il y a des stickers, il y a des mugs, des pochettes d'ordinateur. Donc il y a tout un ensemble de choses qui permettent comme ça de propager le podcast et sur lesquelles je fais absolument zéro bénéfice, mais c'est juste histoire de propager votre adhésion à ce podcast. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.